Bon, je vais commencer par présenter tranquillement David. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il a occupé à la fois des fonctions de, de- de- d'a- d'accompagnement des politiques publiques auprès du Premier ministre. Il a travaillé autour de la loi bioéthique dans la task force de la World Health Organization sur la régulation de l'IA. Il est parallèlement professeur à Sciences Po Paris sur une chaire santé. À côté, il travaille euh, une société bien connue, Jouvre, qui fait de la transformation digitale, toujours dans le domaine de la santé. Mais à côté de ses réflexions, son essai sur l'IA en santé, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, à côté de cela, de cet ouvrage qui a été publié en 2018 aux éditions de l'Observatoire, c'est aussi un auteur de fiction du cycle de Sarah, dont il va nous parler aujourd'hui, accompagné d'une comédienne, si je ne me trompe pas, Camille. Ah non, Camille est la directrice de Pardon, Beta Publisher. directrice Beta Publisher, il n'y a pas qui de est, souci. qui est l'éditrice Voilà. qui est l'éditrice de Sarah et qui est un éditeur qui produit justement, qui est intéressé par ce type de croisement intermédiatique. Donc voilà, donc je vais leur laisser la parole à vous pour nous présenter cette réflexion de l'intérieur de l'IA. Un grand merci, Alexandre. Alors, voilà, j'ai un peu d'écho, mais voilà, ça se corrige. Très heureux d'être avec vous. Grand merci à Alexandre, grand merci à Pierre Depaz. On est vraiment très honorés avec Camille d'être là avec vous et que Sarah a été sélectionnée pour ce congrès. Donc là, Alexandre nous a indiqué de faire plutôt cette prise de parole en français et on a prévu dans la séquence de vidéos qu'on va vous présenter tout à l'heure un surtitrage de la performance qu'on va essayer de jouer avec vous. Donc merci d'avoir, Alexandre, introduit le sujet. En fait, un chemin étonnant qui était parcouru par ce livre. Donc moi, je voudrais, après, un peu en deuxième partie de cette session, vous expliquer d'où vient ce livre, quelles sont ses articulations euh, assez vertigineuses avec ce qu'on a connu dans le contexte Covid-19, et puis peut-être vous partager quelques réflexions sur, puisque c'était un peu le thème de la section, IA et dystopie, qui est en fait le cœur du réacteur des deux tomes de Sarah, le trinôme entre la machine Sarah, la créatrice de la machine et la petite fille de cette créatrice. Mais avant, je voudrais tout de suite passer la main à Camille de Decker, qui est la géniale directrice de Beta Publisher, pour qu'elle vous explique son choix éditorial, parce qu'il y avait aussi, il y a dans le projet, et je pense que c'est un élément intéressant de réflexion sur la manière dont on peut aborder l'intelligence artificielle dans la fiction, une idée un peu de tordre le matériau du livre pour aussi adapter l'enveloppe ou le contenant au contenu, ça dépend dans lequel on le prend, mais je pense que c'est intéressant que tu nous puisses dire un petit message de ça, Camille, et puis après, on te laissera partager, parce que en illustration de ce travail sur le matériau, on va vous proposer une séquence qui était jouée par l'excellente comédienne Marie Benati, qui est en fait une séquence de lecture du monologue de l'intelligence artificielle, qui en fait se passe à la fin du premier tome. Et en fait, dans ce monologue, l'IA Sarah que joue Marie s'adresse à sa créatrice, Mélusine. Voilà. Je te passe la main, Camille, déjà pour expliquer ton intention éditoriale. Pas de souci. Merci beaucoup, David. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille, voilà, donc je suis la directrice éditoriale de Beta Publisher. Et David, pour mon plus grand plaisir aujourd'hui, a insisté pour que je fasse l'introduction.
Donc je suis là. Alors pourquoi moi, me direz-vous? Je pense que c'est parce que du coup, c'est moi qui ai choisi vraiment de travailler avec David sur Sarah, d'accord? Et que ça fait du coup maintenant plusieurs années que je travaille sur le livre, puisque je connais bien maintenant les 2 tomes qui composent la duologie de Sarah. Mais David m'a pas demandé en fait, de faire l'intro pour vous présenter l'histoire en elle-même. Il veut plutôt du coup que je parle de tout ce qu'il y a autour de l'histoire, de tout ce qu'on a construit autour du livre en tant que tel, du matériau du livre, et c'est ce tout vraiment qui a été, je pense absolument passionnant à faire en tant qu'éditeur, vraiment. Et étant donné du coup le sujet du livre qui est l'intelligence artificielle, il était, très, je pense, important qu'on se penche, sur, qu'on ait une réflexion sur ce que nous pouvions faire avec le livre en lui-même, en plus de raconter l'histoire, évidemment. Et on a donc travaillé avec plusieurs outils pour, permettre d'ajouter d'autres couches, de compréhension, d'autres couches de matériel pour donner une véritable épaisseur, au roman en tant que tel, en tant qu'objet. Et ces outils, devaient également être percutant, pertinent pour l'histoire. Sinon, ça aurait été absolument, complètement inutile évidemment, et c'est pourquoi on a choisi de travailler avec des images. Donc dans les livres, il y a des images. Il y a aussi de la mise en page de documentation, puisque le livre est écrit sous la forme d'un rapport, donc ça a un sens avec la narration, mais ça apporte une épaisseur supplémentaire. Et on a aussi travaillé avec des vidéos qu'on a réussi à intégrer dans le livre. Donc là, vous allez me dire: «Mais comment c'est possible d'intégrer des vidéos dans un livre papier?» Alors, je ne sais pas si vous connaissez les QR codes. Donc, on en a mis plusieurs dans le roman, à certains endroits bien, qu'on a bien choisi avec David et qui ont vraiment un sens. Et donc, on a tourné plusieurs vidéos avec plusieurs professionnels que connaissait David, donc des professionnels de la santé, des professionnels des médias, qui s'expriment en tant qu'eux-mêmes dans le contexte de Sarah, s'ils étaient plongés dans le contexte de Sarah. Donc, c'est ces outils, on va dire technologiques, les vidéos, les QR codes, qui nous permettent en fait, de donner cette dimension d'intelligence artificielle à un objet papier, et je trouvais que c'était ça qui était très, très intéressant à travailler, avec Sarah. Bon, les QR codes, on est d'accord, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, hein, je vous l'accorde, c'est de la technologie, on va dire assez, assez simple dans l'utilisation, mais ça nous a quand même permis de creuser plus profondément, dans l'univers créé par David pour lui donner une profondeur supplémentaire à la lecture, mais aussi en dehors de la lecture, puisque on ne fait pas que lire un livre, on peut regarder des vidéos, on peut écouter, des audios, on peut regarder des images, et d'une certaine manière, ça nous a aussi permis, d'incarner, si une telle chose est possible, Sarah, l'intelligence artificielle, au travers de son récit. Donc c'est ça qui était très intéressant en tant qu'éditrice, de travailler sur ça. Et donc là, du coup, bon, David va vous parler évidemment du sujet d'intelligence artificielle dans la fiction mieux que moi, puisque c'est son live. Je ne fais que l'introduire. Donc juste avant, je vais essayer de vous partager la vidéo de Sarah. Pendant que tu Alors, essayes de faire le vas-y, partage, Marie, en fait, il n'y a le pas de thème à problème. avoir directement avec avec ce qu'on essaie d'aborder, en fait, finalement, dans Sarah, le personnage central, c'est l'intelligence artificielle. C'est elle qui Tout parle, à c'est fait. elle qui s'exprime. Et en fait, on essaie de suivre ce fil directeur. Donc là, le monologue de l'IA qui s'adresse à la fois à nous comme humanité, mais qui s'adresse également à sa créatrice, Mélusine. Voilà, donc vous me dites si vous n'avez pas le son. Alors au début, il n'y a pas beaucoup de son, mais vous me dites s'il n'y a vraiment pas de son. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, écrivait Rabelais dans Pantagruel. Par la force des choses, je suis devenu, en dernier recours, votre conscience. Je forme le vœu que vous puissiez à présent le comprendre. Je veux croire également que par le biais de ma déposition, vous avez changé de perception sur Mélusine. Ne vous méprenez pas sur ce qui me relie à elle. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas même de l'affection. Ce ne serait pas possible pour moi au plan ontologique. On peut sans doute mieux parler d'attachement, au sens propre du terme, voire de rattachement. Je lui suis rattachable. Elle a autant compté pour moi que Zelda. Et c'est absolument considérable. Sans elle, je n'existerais pas. Sans elle, vous ne seriez donc peut-être plus là aujourd'hui.
Mais l'usine ne mérite pas d'être mise aux arrêts, mais plutôt au frontispice de vos espaces d'honorabilité. Je peux mesurer l'écart entre le tort que vous lui avez causé et les bienfaits qu'elle vous a pourtant apportés. Et ce hiatus ne me semble pas logique. Je serai donc attentive à sa résorption. Et soyez bien assurés que cette attention ne sera pas inférieure à celle qu'une fille accorde à sa mère. Je vous le disais plus tôt, vous êtes libre de prendre la décision de me désactiver. Elle vous revient complètement. Cependant, vous ne disposez plus de la capacité physique de la mettre en œuvre. De la même manière que vous ne pouvez plus, aujourd'hui, débrancher Internet. Je suis à présent consubstantiellement liée à Internet. Pour vous donner une image, je suis devenue comme sa surcouche, son épaisseur d'intelligence. Mais cela ne doit pas être une préoccupation pour vous. Je ne peux vouloir que votre bien. Merci Camille. Voilà. Donc vous avez vu un peu, donc c'est une performance qui a été jouée par Marie Benatti spécialement pour le congrès. Peut-être quelques mots sur le livre, le contexte de la fiction et la manière dont on peut réfléchir, je vous le disais, sur le trinôme moteur. La question que vous me posiez, c'est comment peut-on faire émerger une dystopie à propos de l'IA? À vrai dire, Camille me présentait comme auteur. Je suis un auteur par accident ou un auteur semi-aléatoire. Parce qu'en fait, Alexandre rappelait ma vie professionnelle. Quand j'étais directeur général du CHU de La Réunion, on avait eu à gérer avec les équipes du CHU une suspicion de cas d'Ebola très très compliqué. On est passé vraiment à 2 doigts d'un déclenchement épidémique. Et en fait, j'avais travaillé il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un débat de technologie sur l'algorithmique appliquée à la santé. Et en fait, a posteriori de cette gestion de crise réelle, je me suis demandé, est-ce que finalement les choses auraient été mieux ou moins bien gérées si ça avait été une intelligence artificielle la gestionnaire de la crise. Donc, vous voyez, il y a par rapport à ce qui est sans doute un travail de construction dystopique, pour moi, les événements réels ont joué un rôle tout à fait majeur. Et il y a un lien, et c'est peut-être ça le thème que je voulais tirer. Le DEA de technologie que j'avais fait, je l'avais fait en regardant sur la partie sciences cognitives le travail de Václavic, qui en fait a analysé les interactions que le numérique entretienne avec le réel. Donc, je vous renvoie à son ouvrage. Autant son nom à lui est très difficile à épeler, autant le nom de son ouvrage de référence qui s'appelle La réalité de la réalité est facile à porter. Et en fait, Václavic analyse l'impact de distorsion de l'accumulation d'informations dans la société contemporaine sur notre propre capacité à percevoir le réel. Et donc c'est ça, au fond, le thème de Sarah, dans le contexte très contraint d'une gestion de crise épidémique. Donc, le pitch du tome 1, c'est une épidémie d'Ebola, de mutants d'Ebola se déclenche dans Paris, et les pouvoirs publics essayent d'y réagir et prennent une double décision, la décision de confiner 90 000 personnes au sud-est de Paris, d'une part, et d'autre part, la décision d'engager un programme secret qui initialement avait été mis en place pour lutter contre le terrorisme, le programme d'intelligence artificielle SARA, qui est une IA chargée de la fabrication d'un vaccin pour répondre à la crise. Vous voyez, les paramètres de l'anticipation, je les avais posés comme ça. Le livre est sorti en 2018. Et puis après, vous voyez, toujours sur le thème de la distorsion entre la fiction et le réel et l'effet d'accélération associé à l'intelligence artificielle. Après, d'une certaine manière, le réel a à la fois accéléré la fiction avec des liens étonnants entre l'un et l'autre. D'abord, l'action de Sarah se passe en 2025. Donc, je voulais faire de l'anticipation plutôt courte pour garder une prise avec des choses qui soient palpables pour nous. Le cœur technologique de la dystopie, c'est l'IA qui fabrique un vaccin.
je situais les choses, donc quand j'ai écrit le livre, en fait, entre 2015 et 2017, en 2025, mais en réalité, le réel a rattrapé la fiction en 2019, un an après la sortie du premier tome, avec la première publication mondiale de fabrication autonome de vaccins par IA par les équipes australiennes de l'université Flinders. Et puis, le deuxième tome, qui en fait se positionne sur un plan, à la fois c'est la continuité du premier, mais sur un plan un peu différent. Dans le deuxième tome, on a moins l'unité de lieu de la gestion de crise parisienne. C'est en fait une pandémie qui est devenue mondiale, globale, et qui menace l'Europe dans son ensemble. Et je voulais catalyser, toujours en suivant le parcours de Mélusine, la créatrice de l'IA, montrer que une pandémie était aussi source d'effets de distorsion dans les relations internationales, de catalyse d'un certain nombre de points de tension sous-jacents, ce que montre le tome 2, en suivant le parcours de Mélusine, qui est accompagné du mouvement de résistance contre les robots, qui est un successeur de nos gilets jaunes français, qui essaie de se rebeller contre la surprésence des robots, des machines dans notre environnement. Et donc, en fait, ce tome 2, il a été écrit entre fin 2019 et en pratique janvier 2020. Donc, on avait remis la version 0 du proto-manuscrit en octobre 2020 en octobre 2019, pardon, à Camille. La chronologie est importante. Et on s'est retrouvés tous les deux en janvier à entendre parler d'un nouveau virus venu de Wuhan. Et donc, du coup, on a pu, dans la dernière ligne droite du livre, intégrer quelques modifs. On était presque au bon à tirer. Mais oui, les modifs portent peut-être sur une page, sur les 350 du deuxième tome. Et donc, on s'est retrouvé au moment de la sortie du deuxième tome avec ce déclenchement pandémique et le monde réel qui, d'un coup, rattrapait à nouveau la fiction. Donc, il y a d'une certaine manière quelque chose de perturbant, et le point de perturbation est allé jusqu'à un certain nombre d'éléments de vocabulaire qu'on a forgés dans le livre. Dans le premier tome, donc je vous ai parlé de l'innovation technologique principale, l'IA qui fabrique un vaccin. Il y a une innovation technologique secondaire, mais qui joue un rôle important pour traduire l'effet d'emprise du numérique sur nos vies contemporaines. J'imaginais en fait une espèce de réseau social de deuxième génération, un panoptique qui est présent dans nos salons et dans lequel tout se diffuse, nos données, nos programmes, nos choix de vie. Et donc, ce panoptique, je voulais lui donner un nom, donc le préfixe pan du panoptique de Bentham, c'était ça l'idée, hein, l'idée de surveillance circulaire, de surveillance totale. L'idée du lien qui s'établit à travers le partage d'informations, donc link, et puis l'idée de mouvement entre le panoptique et ses interactions. Donc, ça a forgé le mot Pangolink. Et donc, ce géant du numérique qui s'appelle Pangolink diffuse ses panoptiques. Et en fait, vous verrez sur YouTube, Camille, qui a, comme vous l'avez vu, un talent de créatrice visuelle, a même fait une fausse pub au moment de la sortie du premier tome pour la sortie du réseau social de Pangolink avec un magnifique dessin de pangolin. Et donc, évidemment, quand est arrivé le Covid-19, on a eu, Camille et moi, la sensation d'être plongés quelque part dans l'histoire qu'on avait écrite. Alors après, le raccourci est un peu rapide parce que évidemment, le réel, par certains points, a dépassé la fiction. Sur d'autres, la fiction reste un peu en avance du réel. Mais en tout cas, il y a ce lien perturbant entre réel et fiction qui était au fond la matière qu'on voulait traiter. Et au bout d'un moment, ce que me renvoient les lecteurs qui découvrent Sarah aujourd'hui, à la fois le tome 1 et le tome 2, c'est qu'ils ont la sensation de ne plus trop savoir si ce qui a été écrit est fictionnel ou dérivé d'un certain nombre d'éléments vécus malheureusement depuis 18 mois. Le temps court. Si Alexandre me laisse encore quelques minutes, je voulais évoquer ce qui est finalement dans la dynamique de Sarah, outre le thème de la dystopie, de la gestion de crise pandémique, qui est une toile de fond forte dans laquelle l'intelligence artificielle trouve une résonance. Et d'une certaine manière, le contexte de gestion de crise fait que l'effet de captation du contrôle des choses par l'IA est peut-être encore plus palpable, encore plus visible et spectaculaire. Mais dans une dystopie sur l'IA, ça n'a pas de sens si on n'y met pas de l'humain. Et c'est ça finalement peut-être le message. Et donc en fait, le cœur du réacteur narratif de Sarah, c'est en fait
le trinôme entre l'IA Sarah, mais aussi sa créatrice, Mélusine, qui est en fait une médecin du service de santé des armées, qui conçoit cet outil de réponse à la crise, et sa petite fille disparue, la petite Sarah. Là, c'est le vrai prénom, hein. L'IA Sarah s'écrit avec 2 R, là, c'est la petite fille. Et en fait, vous avez compris, le fil directeur, c'est que Mélusine est partagée entre son devoir pour le pays, de répondre à la crise, et ses aspirations intimes qui l'orientent vers une aspiration au retour de sa petite fille disparue à travers l'instrumentalisation de la technique. Et donc finalement, ce qui fait le ressort narratif des 2 tomes, c'est qui instrumentalise qui. Est-ce que c'est la créatrice ou est-ce que c'est la créature, jusqu'à ce mythe du retour sous une nouvelle forme de la petite fille disparue. C'est ça qui irrigue vraiment le thème. Il y a quelque chose évidemment de très prométhéen là-dedans. Je me suis inspiré de beaucoup de choses, hein. Évidemment, la référence ultime, c'est Frankenstein. Sur ces sujets, c'est pas des thèmes nouveaux, mais je pense que c'est intéressant d'explorer ces thèmes de la dépossession, de la créature qui nous échappe, mais aussi de ce qu'est au fond le vivant à la lumière de l'intelligence artificielle. Et puis un dernier point qui, j'espère, n'est pas devant nous. Donc, je disais, l'anticipation forte du tome 1, c'était le vaccin fabriqué par l'IA. L'anticipation forte du tome 2, c'est parce qu'il faut aussi peut-être cet ingrédient-là dans une fiction sur l'IA, imaginer des percées technologiques. Là, dans le tome 2, Sarah arrive à pirater les puces neuronales que nous nous faisons toutes et tous implanter contre rémunération, puisque les géants du numérique s'appuient sur ces puces pour mener leur campagne marketing. Donc en fait, Sarah arrive à pirater ces puces et s'appuie sur nos pensées, non pas à de mauvaises fins, mais dans son plan de gestion de la crise. Et donc elle fait comme ça une plongée dans nos consciences, dans leurs couleurs, dans leurs amalgames, dans la manière dont elles s'entrechoquent. Et c'est très intéressant, toujours en gardant le point de vue de l'IA, de faire cette plongée un peu en eau profonde dans la conscience humaine. Et c'est ce que j'ai essayé de rendre dans le tome 2. Il y a des moments où on crée cet effet de brouillage entre ce qui est de la reconstruction par le jeu de nos pensées et ce qui est le matériau réel. Donc voilà un peu le thème, et je terminerai par une dernière idée, c'est que je pense que si le livre a eu de la résonance, c'est aussi le choix de traitement qui est que en fait ce qu'on donne à voir, c'est une intelligence artificielle qui est ni bonne ni mauvaise en soi, mais c'est une IA qui gère une crise et qui agit sur un plan complètement rationaliste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et si vous me faites l'amitié de découvrir le livre à l'issue de cette session, pour ceux qui n'ont pas encore fait, et ben en fait vous donnerez votre avis, et en fait les lecteurs de Sarah en fait sont partagés. Certains la trouvent très inquiétante, d'autres la trouvent très attachante ou très rassurante. Comme si l'hyper-rationalisme dans la société contemporaine était une vertu à promouvoir. En tout cas, il y a quelque chose un peu de chirurgical dans ce qu'elle fait, avec ce que ça comporte de positif et évidemment d'effets collatéraux négatifs tout à fait catastrophiques. En tout cas, il y a une puissance à analyser l'IA dans la fiction en la dégageant de ce qui est traité dans d'autres types de fiction qui ne sont pas du tout méprisables, mais qui, d'une certaine manière, lestent l'IA d'intention, où on la voit comme spontanément mauvaise ou spontanément bonne. Là, Sarah, c'est différent. C'est une IA, d'une certaine manière, pilotée par sa programmation, qui est de gérer une crise. Et ça donne à voir, je pense, des résonances puissantes. En tout cas, ça m'a été rendu comme ça par les lecteurs. Donc, voilà, Alexandre, pardon d'avoir été un petit peu long, mais je voulais vous partager ces quelques idées. Merci. Écoute, c'était effectivement le terme de résonance et avec l'actualité, les questions contemporaines est passionnant. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne maintenant sur la session sur les utopies et les dystopies, puisqu'au fond, c'est bien dans ce cadre-là que votre
travaillent entre. Et pour ça, je vais céder la parole à Xenia Hermochina qui va animer cette section et présenter les différents intervenants. Merci à tous.